Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Notre 37e émission est la première de 2020, donc bonne année à tous. On est content si vous nous écoutez, vous pouvez de temps en temps nous laisser un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, un programme relativement alléchant. On va commencer avec 1917, le film de Sam Mendes, puis on continuera avec Adoration de Fabrice Duvels et on finira avec Le lac aux oies sauvages, le film de Diao Yinan. Depuis quelques mois, nous sommes repris sur Radio Rectangle et on est très content qu'il nous ait proposé de reprendre nos émissions. Radio Rectangle a dû regretter en ce début d'année le décès de Marc Wathieu et donc nous avons été quelque peu en contact avec lui, même si nous ne le connaissions pas très bien. Donc on envoie toutes nos amitiés à ses proches, à sa famille et à toute la famille de Radio Rectangle. Autour de cette table, Manuelas, bonjour et bonne année. Bonjour Olivier, bonne année. Lucien Alflans. Salut les gars. Et Julien Rombaud. Salut tout le monde. Donc c'est un peu traditionnel maintenant, j'ai préparé un petit jeu d'introduction les amis. Ils ont toujours peur mes amis quand je fais ça mais bon. Alors, le jeu s'appelle Qui l'aura et qui méritera. Puisque les nominations aux Oscars sont tombées cette semaine. Julien, la question est simple, je vais te donner la liste des nominés et tu devras me dire qui mérite et selon toi, qui l'aura. Tu es prêt ? Alors, meilleur film, Le Mans 66, Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du Dr March, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Alors, qui mérite selon toi ? J'hésite entre Parasite et Le Mans 66. Moi, je dirais Parasite, personnellement. Et qui l'aura ? Joker. 1917 l'aura. Et est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Parasite se retrouve aux Oscars ? Je n'ai jamais compris les règles des Oscars. Je crois qu'ils ont une stratégie d'ouverture de toute façon depuis quelques années sur les films étrangers puisque Roma concourait dans la catégorie meilleur film. Donc ça fait quelques années qu'il y a une volonté d'ouvrir cette catégorie-là. Roma était produit par Netflix. Non, était distribué par Netflix. Manu, qui mérite meilleur réal ? Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino ou Bong Joon-ho ? Je pense que j'hésiterais entre Quentin Tarantino et Bong Joon-ho. Non, tu dois choisir. Mais ça ne sera aucun des deux qui l'aura. Je pense qu'ils vont quand même être courageux pour aller le donner à Todd Phillips. Je sens bien venir ce genre de palmarès assez déceptif. Lucien, qui mérite, qui l'aura ? Meilleur scénario à couteau tiré, que tu as vu, c'est pour ça que tu as cette catégorie. Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Qui mérite, moi je dirais Once Upon a Time, qui l'aura, Marriage Story. Bon, personne n'a cité 1917, alors moi je dis qui l'aura, 1917. Et on commence tout de suite donc avec 1917, le film de Sam Mendes. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Réalisateur britannique, Sam Mendes a effectué une brillante carrière de metteur en scène au théâtre à Cambridge puis à Londres avant de rencontrer le succès dès son premier film pour le cinéma en 1999 avec American Beauty. Avec Kevin Spacey, dont on n'a pas de nouvelles, tiens, c'est étonnant. Après cela, il devient une espèce de metteur en scène prestigieux, très en vue à Hollywood et tourne avec d'immenses stars comme Tom Hanks, Leonardo DiCaprio ou encore Kate Winslet. Sam Mendes a ensuite enchaîné avec 2 épisodes de James Bond, Skyfall en 2012 et Spectre en 2015.
Aujourd'hui, on peut dire qu'avec 1917, il réalise l'un de ses films les plus personnels puisqu'il en co-signe pour la première fois le scénario avec Christy Wilson Cairns. L'histoire est simple. En 1917, sur le front en Picardie, 2 soldats britanniques, Scofield et Blake, sont chargés d'une mission très dangereuse. Qui comporte notamment une traversée de la ligne de front, n'est-ce pas ? Pour porter un message à une autre garnison anglaise à laquelle les Allemands auraient tendu un piège. Une mission que le jeune Blake prend particulièrement à cœur puisque son propre frère fait partie de la garnison en danger. Alors, les 2 bidasses sont interprétés par George Mackay et Dean Charles Chapman. On trouve aussi au générique de 1917 dans de plus petits rôles Colin Firth, Mark Strong ou encore Benedict Cumberbatch. Enfin, on ne peut faire la présentation du film sans parler de sa photographie signée Roger Deakins, collaborateur de longue date des frères Cohen et de Sam Mendes depuis Jarhead en 2005. Et de Denis Villeneuve aussi. Ah oui, c'est vrai. Le film se présente comme tourné quasiment en 2 plans séquences et procure donc une impression de temps réel, mis à part une ellipse assez franche de plusieurs heures. Manu, tu commences sur 1917. Bah, moi, tu me dis film en plan séquence, film de guerre, c'est plutôt où je signe. Non, après, je pense qu'il y a une partie du débat actuel sur le film qui tourne entre cet éternel débat très français entre la forme et le fond et le fait que le film ne serait qu'une démonstration un peu de force. Je trancherai pas trop sur ça. Je pense qu'il y a une intention assez noble de cinéma de Mendes derrière ça, de retourner vers un cinéma de l'expérience. Après, le problème, c'est que c'est un film qui se veut immersif par cette idée de suivre ses soldats quasiment en temps réel, par le prisme du plan séquence. Moi, mon souci, c'est que y a plein d'autres aspects du film qui font que j'ai un détachement complet vis-à-vis de ces personnages-là. J'arrive assez peu à croire que ces 2 personnages ont traversé déjà le conflit. Notamment Mackay, je trouve que ça va encore, mais l'autre, c'est vrai que c'est une catastrophe. Il marche dans la boue, il passe à travers un tunnel qui s'effondre sur eux et on ne voit aucune marque quasiment sur leur visage. C'est assez contradictoire avec la volonté d'immersion. Je trouve aussi que le problème, c'est que une fois posée cette idée, ce parti pris de faire le film en plan séquence, on voit aussi les limites de mise en scène de Mendes. Sa mise en scène est très peu inventive. Il peine à te faire comprendre les enjeux entre les personnages, à te faire monter une tension. Moi, il m'a fallu quand même 1 heure de film. Il y a une ellipse très franche et c'est qu'à partir de l'ellipse, pour moi, il accouche d'une scène d'affrontement nocturne où là, il y a, en termes d'invention, en termes de lumière, il y a quelque chose qui marche, le rythme s'accélère. Mendes et Deakins reproduisent un petit peu ce qu'ils avaient essayé de faire dans le final de Skyfall avec cet affrontement qui n'est uniquement éclairé en contre-jour avec des lumières très ocre. C'est beau visuellement, c'est assez prenant. Il y a une petite histoire qui se construit autour du personnage du soldat à ce moment-là et une interaction avec une jeune femme quelque chose qui est ok, on va dire, et qui est peut-être la seule volonté à un moment de travailler un petit peu le personnage, de te faire comprendre un petit peu quelque chose dessous, même si je trouve que ça reste très en surface. C'est assez en surface et tout de même assez lourd pour faire comprendre la paternité du personnage, etc. Il y va quand même, mais la scène est très belle. Voilà, mais moi, c'est que la dernière demi-heure qui me fait adhérer au récit et tout le début du film, toute cette traversée du No Man's Land, je n'ai pas peur avec eux. Les cadavres qu'on trouve ici et là dans le cadre me paraissent d'ordre cosmétique. Il y a un truc très, très plastique, mais c'est un film qui est propre sur lui. Les soldats ne sont jamais maculés. Voilà. Julien ? C'est marrant parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur tout le général et les visages lisses, etc. des personnages, mais moi, à l'inverse, c'est le début qui m'a happé par sa séquence d'ouverture et celle dont tu viens de parler. Je le trouve assez efficace dans sa traversée du No Man's Land par ses qualités esthétiques, de matière, etc., de cette boue, de ces taux, de ces cratères d'obus. Là, je suis plutôt avec eux et bizarrement, c'est lorsqu'un événement très important intervient pour un des 2 personnages où je ne ressens pas d'empathie, et justement parce que je trouve qu'il y a un scénario un peu sous-écrit et un peu indigent qui appuie. Moi je suis d'accord avec Lucien quand il dit que la scène avec la femme est très lourde. Je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement ahurissantes dans le scénario et cousues de fil blanc qu'on ne peut y croire.
C'est-à-dire que moi, je trouve que le film a pas mal de problèmes, et il y en a un qui est particulier, c'est que le film se veut une expérience, propose quelque chose de visuellement audacieux, et oublie un précepte de cinéma important qui est le show don't tell. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en effet, il t'explique de manière très lourde. Je prends un exemple pour ne citer que celui-là. On envoie donc ces deux bidasses, comme le disait Oli, dans une mission en leur disant les Allemands, vous devez aller à tel point où les Allemands viennent de partir. Ils arrivent à cet endroit, on voit un seau, ils chotent dedans, les braises s'étalent au sol, les braises sont encore chaudes, les Allemands viennent de partir. Là-dessus, il y a un personnage qui dit à l'autre, ils viennent de partir, ils ne doivent pas être loin. Bon, il y a un moment où tu te dis, bon, ok. Comme Manu, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la première partie. Je trouve qu'en effet, dans la deuxième moitié, il y a plusieurs scènes qui ont pu me happer, même à certains moments m'émouvoir. Il faut parler aussi de la musique de Thomas Newman, que je trouve vraiment insupportable, qui n'a définitivement pas le talent de son grand-père, mais plutôt le talent succédané, on va dire, de Hans Das Fireman Zimmer. Et qui vient là aussi, par la lourdeur, souligner le dernier discours tout le temps. Les derniers discours qui se veulent aussi un peu édifiants. Mais pas que les discours, toute velléité de mise en scène est soulignée par cette musique qui prend quand même vraiment beaucoup de place. On voit, dans la première partie particulièrement, ça se passe un peu mieux dans la seconde, mais on voit énormément. Enfin, moi, je vois le metteur en scène tout le temps, comme un marionnettiste. Je vois qu'il place un cadavre là, je vois qu'il place sa caméra là, je vois qu'il demande à son acteur d'aller là. Je vois ça tout le temps dans la première heure. Du coup, un peu compliqué de rentrer dedans, et on revient sur cet éternel débat du plan séquence qui serait là pour aider à pénétrer le récit, à être vraiment au plus proche des personnages, et qui en fait très très souvent fait plutôt l'inverse. Oui et non, ça dépend. Ça dépend, mais dans ce cas-ci, pour le coup, il faut un très grand cinéaste. On parlait de Cuarón en off. Bon, voilà. Pour ça, on parlait de Cuarón en off. Et même un film que je n'ai pas, par exemple, particulièrement apprécié comme Birdman, c'est un autre niveau en termes de dramaturgie au sein de son plan séquence. Je trouve la mise en scène de Mendes, tu sens qu'il y a une volonté, des intentions très nobles, mais il se heurte aussi à ses propres limites. Je suis un peu comme nos deux camarades. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le début où je sens le truc hyper fabriqué. Et en effet, comme tu disais, Lucien, c'est justement, je sens le metteur en scène. Et puis, à partir de la scène de la ferme abandonnée, justement, où là, je trouve qu'il arrive bien à placer des enjeux de manière spatiale, et qu'il là, il y a quelque chose qui se noue d'important au niveau dramatique qui va m'attraper, et je trouve que le reste du film se déploie mieux. Mais au début, ce qu'il y a, c'est que tu sens qu'il fait rentrer au forceps des trucs narratifs dedans pour donner de la matière un peu à ses personnages. Et le film se déploie de manière très linéaire et très lourde. Et après, en effet, ce que tu gagnes en immersion de manière relative grâce à ce plan séquence, tu le perds en suspense, quoi. Mais c'est parce que déjà il ne sait pas choisir quel personnage pendant toute sa première partie de film, parce qu'il y a une bascule à un moment qui s'opère sur qui est le réel personnage qui raconte l'histoire. Et c'est pendant toute cette partie avant la ferme où en fait tu es très à distance des personnages, tu es dans un truc très descriptif, ce qui fait qu'au moment où il y a justement cette bascule un peu tragique qui arrive, en fait tu as assez peu d'empathie pour un des personnages. Moi, honnêtement, ça ne m'émeut pas. Mais qui en plus, cet élément dont tu parles, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, arrive au personnage qui, pour moi, dès le départ, mais joue vraiment comme une casserole, quoi. C'est vraiment problématique. Tandis que l'autre porte un peu mieux le personnage, je trouve. Un peu plus gentil que Manu là-dessus. Et en plus, dans cette logique presque de série B, dans la manière dont il te présente comment le récit va se déployer, avec tes réflexes de spectateur, tu sais très bien quel est le personnage qui va rester. C'est écrit d'avance. Il y a un problème dans cette partie parce qu'il ne le montre pas assez lui-même dans sa mise en scène. Non, mais en fait, il y a deux choses qui me dérangent, et c'est pour ça que je parlais de scénario. C'est que quand je parlais de cousu de fil blanc, c'est que voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Tiens, un seau de lait, et tout d'un coup, ça arrive très important dans la scène avec la femme. On plonge dans une rivière, hop, on arrive tout d'un coup au bon endroit, etc. Enfin, c'est des choses comme ça que je trouve très, pas très théorique, mais très travaillé, très arrangé, très travaillé, et du coup qui m'empêche de m'immerger dans une réalité quelconque, en fait. Mais moi, ça m'a fait penser en fait à de la narration de jeux vidéo un peu.
T'as l'impression que t'es dans une espèce de film qui serait en FPS, First Person Shooter. Et il y a aussi un côté, comme dans les vieux jeux d'aventure, où tu récupères des objets sans savoir vraiment ce dont ils vont te servir après. Le truc du lait, ça m'a vraiment fait ça, quoi. Alors qu'il n'y a rien qui est mis en scène pour qu'il y ait plus de signification que juste, je récupère un objet, je l'utilise 3 scènes plus tard. Et je trouve que tout ceci fait un petit peu forcé. Mais après, là où je disais que le film manque de tension dramatique, tu disais tout à l'heure, Manu, que la scène en effet où il traverse le front, ça te fait rien. Parce que t'as pas de contre-point de vue, en fait. Donc tout n'est que surprise, en fait. Tout ne peut être que surprise. Même le moment où il traverse le pont pour arriver dans la ville en ruine, en fait, le film perd en suspense ce qui gagne en immersion, puisque t'as pas de contrepoint. Chaque chose qui serait censée marquer un peu les personnages, le soldat qui, en tenant les fils barbelés, se blesse, fait mal à la main. À un moment met sa main dans un cadavre, etc. Au final, ça a que peu d'incidence quand la base allemande s'effondre sur eux, ils en ressortent, ils se mettent un petit peu d'eau et c'est fini. Tu vois, je veux dire, en fait, ces corps ne sont jamais marqués, ils sont jamais à l'épreuve en fait de la guerre. Il y a un souci. Et quand tu parlais, Julien, du problème de discours à des moments qu'on voit un petit peu plaqués. Il y a notamment quand il rallie une petite unité qui est avec le personnage menée par Mark Strong. Mark Strong va faire un petit hiatus au personnage principal sur le fait, attention, quand vous allez arriver au front, faites attention de bien avoir des témoins parce que certaines personnes veulent vraiment faire la guerre. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de payoff. Cet enjeu-là qui a été posé n'existe pas. Il est complètement désamorcé. Et là, il y a une phrase, mais c'est désamorcé en 5 secondes. Et en fait, les choses sont plus expliquées par la parole, et ça aussi tu le disais, Lucien, que par les faits, parce que cette scène ce qui est paradoxal dans ce type de proposition. Dans les tranchées, dans la base allemande, elle sert surtout à quoi ? C'est d'avoir quelque chose de moral et dans la moralité des choses, c'est-à-dire que ça sert à nous dire que ce gars-là a une dette envers le premier. Et ça sert à ce qu'ensuite il fasse son épopée et que ça se finisse dans ce discours un peu solennel et important qui se passe avec le frère du premier personnage. Et donc, c'est plus un enjeu de morale ou de discours que de cinéma pur, en fait. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, on est un peu dans une proposition de type exercice de style assez emphatique, mais articulé autour d'un certain vide, que ce soit au niveau du propos, je sais que du discours, on va dire, et même de la dramaturgie émotionnelle autour de ces personnages, etc. Et c'est un peu paradoxal parce que le film ne veut peut-être pas, à proprement parler, porter de propos, mais plus faire ressentir certaines choses. Après, moi, je trouve que, involontairement probablement, mais c'est quand même un film assez germanophobe. Autant on a un peu toutes les strates du côté anglais avec un peu l'explication humaine de tous ces personnages. Du côté germanophobe, du côté germano, pardon, on est que au niveau des troufions qui sont à chaque fois des bons gros salopards, quoi, des traîtres qui tirent dans le dos, à qui on donne la confiance mais à qui on ne peut pas la donner. C'est-à-dire qu'on voit 4 Allemands dans le film, il y en a 3 qui sont quand même des salopards finis. Alors que tous les Anglais, qu'ils soient troufions ou gradés, ont un peu leur raison. Et cette émotion, etc., pour moi, est désamorcée aussi, comme je le disais plus tôt, par le dispositif qui est, en tout cas, dans la première partie, extrêmement visible. Mais après, pour le coup, il est très visible aussi dans la séquence de nuit. Oui. Mais il y a une vraie invention picturale. Il y a un souffle. D'un coup, tu es emporté, tu te dis, OK, sur le plan de l'émotion, faut lâcher l'affaire. Mais en revanche, là, il va y avoir un peu d'invention plastique. Voilà. Mais en fait... moi, j'explique peut-être ça d'une certaine manière. C'est comme je le disais, je trouve le film assez vide, propose assez peu de choses. Et en fait, quand il propose quelque chose, c'est la miette qui fait office de biscuit, quoi. C'est tellement des petits morceaux parsemés sur le film que quand ça arrive, on s'y accroche un peu, on dit oh, enfin. Mais c'est pas grand-chose. Et je pense que dans un film plus tenu, en fait, ces moments-là seraient un peu banal. En tout cas, on est dur avec un film qui finalement je trouve. Parce que c'est quand même un film qui est relativement satisfaisant dans le sens où je veux dire pas. Non mais il y a du fric à l'écran. C'est pas un film qui se moque de son spectateur dans le sens où il y a du spectacle. Je trouve quand même qu'il y a un vrai travail sur les décors. Je les trouve très réussis, moi. Travail sur les maquettes qui est assez dingue, qu'on ne repère même pas toujours. Il y a des moments où on se dit et puis hop, bah non. Par exemple, tout le jeu sur les rats dans la première partie, moi je trouvais que c'était quand même très chouette de voir ça comme ça. Et puis
même si il fait rentrer des trucs au forceps, un peu de matière à ses personnages dans la première partie, mais je trouve que à la fin, il y a quand même un arc narratif qui se clôt de manière relativement satisfaisante avec un personnage qui a vraiment effectué un trajet. Il y a quand même une écriture qui est relativement soignée là-dessus et qui ne va pas décevoir le spectateur, ou qui ne va pas en tout cas le voler, quoi. Non, et puis contrairement à certains films qui concourent aux Oscars, notamment le Joker, pour le coup, ça c'est quand même un film qui ressemble un petit peu à du cinéma. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Merci messieurs, on va passer tout de suite à Adoration, le film de Fabrice Duvels. Viens. Paraît qu'elle est très malade. Il faut que tu gardes tes distances. Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal. Et tu sens quoi pour moi? T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. On est où? Je sais pas. Ils doivent nous chercher, ça c'est sûr. Tu m'aimes alors? Oui. Alors je t'aimerai toujours. Une première dans Transmission, nous avons inscrit un film belge au programme, un belge francophone en tout cas. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du nouveau long-métrage de Fabrice Duvels, auteur et réalisateur bruxellois formé à Liège et à Bruxelles, et déjà à l'origine de longs-métrages qui ont éveillé notre intérêt, plus particulièrement ceux qui forment les 2 premiers volets de la trilogie ardennaise, soit Calvaire en 2004 et Alléluia en 2014. Une trilogie qu'il clôt aujourd'hui avec Adoration, un film qu'il a de nouveau écrit et réalisé. Le film raconte l'histoire de Paul, c'est un jeune garçon, il a quoi, 12 ans, un truc comme ça, qui vit en lisière d'une forêt, une forêt dans laquelle se trouve l'asile psychiatrique où sa maman est employée. Un jour, il rencontre Gloria, une jeune fille de son âge qui est internée dans l'établissement. Paul en tombe amoureux et tous deux vont être amenés à s'enfuir. Adoration est entre autres interprété par Thomas Gioria, qu'on avait vu dans Jusqu'à la garde. Fantine Ardouin, qui était dans Happy End de Michael Haneke, mais aussi dans la brume. Benoît Poulvourde, ou encore le fidèle Laurent Lucas dans le rôle du tuteur de la petite Gloria, interprété par Fantine Ardouin donc. L'image est signée Manu Dacos, qui travaille régulièrement avec Bruno Forzani et Hélène Caté, et dont on a parlé récemment pour 3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff. Voilà, ce sera tout pour l'introduction. Mon cher Julien, qu'as-tu pensé du film de ce bon Fabrice Duvels ? Je trouve qu'il y a des belles idées, comme l'idée, qui n'est pas nouvelle, mais qui est toujours cinématographique, de la fuite de ces deux gamins, de saisir un peu ces moments d'amour fou, naïf, pur, que Paul porte pour cette gamine. Il y a des belles scènes, comme cette scène de découverte, un peu de sentiment, où il plonge dans l'eau, il arrive un peu à filmer un sentiment de liberté, d'amour assez naïf, oui, mais assez joli. Et je trouve surtout, j'avais pas vu Jusqu'à la garde, que ce garçon est vraiment un très bel acteur en fait. Elle aussi. Mais voilà, je le trouve très juste et très touchant justement dans cette espèce de pureté qu'il a et qui est pas simple à jouer. Et je trouve que le premier dialogue par exemple qu'il y a entre deux autour de l'oiseau, etc., autour de l'arbre, je trouve assez juste, assez beau. Après, voilà, moi j'ai vraiment un problème avec le traitement de Fantine Ardouin, avec le traitement de la fille, parce que je suis jamais avec elle, mais absolument jamais, parce que je trouve que et dans la mise en scène souvent, et dans son jeu, et du coup je pense que c'est plus un problème de direction d'ailleurs, on l'a fait jouer, la posséder, la folie, on appuie extrêmement sur ses yeux justement dans des plans, des très gros plans. Tous les signes qu'elle a de folie sont exacerbés par quelque chose. Enfin, c'est exacerbé, je peux pas y croire. Mais en fait, justement, moi, c'est ça qui a pu me toucher. Enfin, entre autres, ça qui a pu me toucher dans le film. J'aime la manière dont, on va dire, narrativement, le film paraît beaucoup plus proche du jeune personnage masculin. Parce qu'il est raconté de son point de vue. Il est raconté de son point de vue, mais la mise en scène se base vraiment sur le personnage de
de la jeune fille, je me souviens plus Gloria. de Gloria. Il y a des moments vraiment où cette manière de filmer la nature, par exemple, assez organique, qui est parfois un petit peu fabriquée, mais qui fonctionne plutôt pas mal. On n'arrive plus exactement à savoir si cette nature a une influence forte sur le personnage de Gloria ou l'inverse. Et je trouve qu'en fait, narrativement, le film se base vraiment sur le point de vue de Paul, et au niveau de la mise en scène, beaucoup plus sur le point de vue de Gloria. Je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus réussi dans le film. Je trouve ça très joli. Ce qui est intéressant, c'est cette balance et cet entre-deux dans lequel il se situe. Il y a vraiment, par le travail de la photo de Dacos, des jeux très forts de contraste. Tu dépasses totalement ce cadre réaliste pour aller vraiment dans une dimension qui est celle d'un conte. Il le dépasse pour faire un sorte, on va dire, de réalisme poétique ou de réalisme magique. Là où le film est vraiment réussi pour moi, c'est justement quand la mise en scène arrive à créer ces moments de réalisme magique dont tu parles, et il y en a quelque chose de plus onirique, effectivement. Et je trouve que là, elle n'a pas à jouer la folie, elle n'a pas à en faire des tonnes. Ce qui m'ennuie, c'est les moments où elle doit prendre en charge, pour une actrice de, je sais pas, 15 ans, quelqu'un de possédé, et c'est très difficile à faire. Et je trouve que c'est là l'écueil du film. C'est vrai que c'est très difficile à faire. C'est vrai que, selon moi, de nouveau, elle s'en sort pas toujours hyper bien. Pour moi, avec les Flamands, ça allait, mais c'est vrai que la scène des poules, ça pose un peu problème. Et puis, il y a un problème au niveau du dialogue aussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord aussi avec toi, Manu. Comme le film ne se veut pas, et dans cet entre-deux, entre réalisme et onirisme, je ne prête pas attention au fait que ça doit être absolument réaliste. Pas du tout. Puis, en plus, comme tu es de nouveau dans le point de vue du jeune garçon... oui, c'est ça l'intéresse pas. Il le bague vite fait, quoi. Et je trouve justement, il y a une scène je trouve une scène très réussie dans le film, justement, sur cette idée que tu es vraiment en immersion et que il a une capacité quand même, du Wells, depuis assez longtemps, à arriver à filmer les émotions de ses personnages. Il y a des vraies visions pour déployer ça. Et la séquence où il rencontre ce couple un peu libre ou libertin, néerlandophone, il y a une volonté... Libertin, c'est juste que la fille fait du topless, ça va, quoi. Non, mais je trouve Ils vont voir les voisins d'à côté, quand même. Il y a la manière dont il va travailler l'étrangeté de cette séquence-là, dans le fait qu'on voit le film ici à Bruxelles, les films francophones sont sous-titrés en flamand, et là, cette séquence-là, elle est en grande majorité dialoguée en flamand, et elle est sous-titrée en flamand. Il y a une volonté vraiment de te placer du point de vue de Paul, qui ne connaît pas cette langue-là, et donc tu es comme lui, si tu n'as pas de base en flamand, tu es un peu paumé dans ce qui se joue, tu raccroches quelques éléments que tu entends, mais tu as vraiment cette volonté de te dire, je te mets à niveau, je te donne pas de carte en plus que Paul sur l'avancée du récit. Voilà, je trouve que c'est assez fort de te tenir jusqu'au bout ce parti pris de narration à la première personne. Ouais, puis de jouer un peu sur ce personnage effectivement passif qui subit les événements. Et il y a quelque chose d'important dans ce que tu disais, Manu, c'est le travail sur les contrastes. Enfin, tu parlais de ça. Et effectivement, je trouve qu'il y a parfois comme des images d'Épinal quand ils se baignent, etc., de Jardin d'Éden. Et en même temps, il y a quelque chose de très sombre dans la forêt. Il y a la fumée, j'en ai parlé, le brouillard. Et puis tout ce travail de surexposition du soleil. Il y a pas mal de choses qui sont traitées, qui sont chouettes. C'est un personnage qui est peut-être un peu passif, en effet, mais qui a, par la mise en scène, tu en parles, les rayons de soleil, mais il y a aussi beaucoup les reflets, les vitres, etc. Toujours des sortes d'images à dépasser, enfin de représentations visuelles à dépasser. Je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, il le fait de manière littérale, parce que tu le vois dans sa chambre où il est contre son papier peint de la forêt, et après il y a une scène où il rentre littéralement dans la forêt. C'est très beau, ça. Et c'est vrai que ça convoque assez bien un cinéma qu'on voit peu aujourd'hui. Et puis le film est extrêmement référencé à Charlottone, à Franju, à d'autres. Pour moi, il y a une référence directe au Labyrinthe de Pan dans la musique. Le thème qui revient régulièrement fait vraiment penser au thème de celui qui est chanté. Navarrete. Il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est que c'est un film... bon, on est en Belgique, je veux dire que c'est un film de ligne claire. Je trouve que c'est un film extrêmement simple, dans le bon sens, extrêmement épuré, et extrêmement clair, très direct, très littéral. Je parlais de cet effet de papier peint, puis après, quand il va rentrer dans son rêve. Mais même les cadres en eux-mêmes sont souvent très, 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 très nus. Et au début, c'est une scène que tu reverras, mais quand il y a Gloria qui hurle parce qu'elle est emmenée, une des premières scènes où ils se sont rencontrés, tu as un travelling circulaire autour du personnage de Paul. Et là, très clairement, c'est une bascule dans son parcours. Il y a plein de choses qui sont comme ça, extrêmement littérales, extrêmement claires, nettes, précis. Je veux dire, lui, il est en bleu, elle est en rouge. Les décors sont souvent très, très pauvres. Très minimalistes. Minimalistes, oui, pas pauvres. Il y a aussi quelque chose de très clair sur l'emprise
de la maman sur lui, sur la place de la maman. Jusqu'au titre du film, Adoration, parce que le film en effet raconte une jolie histoire d'amour, mais aussi te questionne en tant que spectateur sur qu'est-ce que c'est, sur ce qu'est l'adoration, sur ce que sont les croyances et comment. Et en fait, sans... Mais justement, il te fait pas ça. On parlait justement auparavant du Mendes où tu avais un discours qui un peu appuyait les choses. Ouais. Là, pour le coup, Duvel, c'est pas du tout dans ça. Il te fait ressentir les émotions de ces personnages-là. Et il te questionne vis-à-vis de ton empathie ou pas vis-à-vis des personnages. Mais tout passe par la mise en scène, par le point de vue des personnages. Et c'est ça qui est très fort. D'ailleurs, dans cette idée-là, il y a un moment où on peut voir presque Duvels te parler à travers le personnage de Poulvord, qui est... on le voit, enfin moi je le vois, je vais très peu voir les films avec Poulvord au cinéma, mais à chaque fois que je le vois, je me dis que c'est vraiment un acteur génial. Et ici, il a une sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est pas dans l'excès et qui est vraiment, enfin il est vraiment extrêmement touchant. Moi, il est bien exploité parce que souvent, c'est un très grand acteur, mais c'est un acteur qui a des choix souvent hasardeux et qui est souvent en plus sous-exploité dans un côté très truculent que là il n'a pas dans ce film-là. Et moi, en le voyant, je me suis dit, maintenant j'ai envie de voir Poulvord dans un rôle principal chez Duvels. Il y a un moment dans le film où Poulvord justement parle un peu de la croyance, questionne ça, et en effet il n'y a pas un discours, c'est juste déposé comme ça, et donc toi en tant que spectateur tu vois ça et ça te travaille. Oui, justement il questionne le personnage de Paul et il le met face justement à la réalité jusqu'où il est prêt à suivre le personnage de Gloria. C'est vraiment par rapport à deux positionnements du personnage, mais il n'y a pas un discours qui est posé dessus, quoi. Et ça juste jusqu'au-delà de le simple côté relationnel amoureux, quoi. Ça va, le questionnement peut se porter plus loin, quoi. Non, après c'est voilà, on a dit, je pense, beaucoup de bien du film. Fabrice Duvels est un excellent directeur d'acteurs. C'est quelqu'un qui a une vraie exigence au niveau de l'image. L'image est très intéressante. Il y a souvent beaucoup de cadres qui sont très intéressants. Mais je trouve par contre que, et c'est le cas surtout dans ce film-ci, moi j'ai un problème avec le scénario. C'est un film que je trouve assez déceptif finalement, parce que le début me promet beaucoup et je trouve que je suis pas satisfait des événements en fait qui vont secouer le personnage de Paul par la suite. Par exemple, les deux scènes, les deux arrêts principaux, que ce soit avec le couple de néerlandophones ou avec Poulvord à la fin, je trouve qu'il n'y a pas une évolution très franche, si ce n'est dans le parcours intime du personnage. Il n'y a pas un changement vraiment très fort au niveau des événements. Il n'y a pas un changement radical. Et effectivement, la fin du film peut te laisser avec un goût trop peu, parce que elle fonctionne beaucoup plus dans un sens quasiment musical ou plastique, qui clôture le film. Ou symbolique. Et symbolique, mais c'est vrai qu'elle te laisse un petit peu sur ta faim vis-à-vis de ce que tu pourrais attendre du parcours des personnages. Tu auras envie que le parcours continue, et en fait tu ressors du film avec beaucoup d'interrogations à ce moment-là, un peu coupé dans ton élan en fait. Tout à fait, avec un goût, peut-être un goût de trop peu. Mais en même temps, ça ouvre l'imaginaire, quoi. Donc c'est ça, vous parliez de réalisme poétique plutôt. Peut-être qu'il essaie de terminer son film comme on peut terminer un poème et pas un roman, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Très bien, merci. En tout cas, allez voir le film, parce que de toute façon, ça reste une proposition de cinéma qu'on voit assez rarement dans le cinéma belge et qu'il faut soutenir. En tout cas, le film a une vraie gueule de cinéma, quoi. Ah ouais, c'est un vrai film de cinéma qui compte majoritairement par l'image et qui est superbement introduit par une citation de Boileau-Narcejac qui est particulièrement adéquate pour le film et pour recevoir le film, donc justement entre cette réalité, mais qui peut toujours s'ouvrir pour laisser rentrer du mystère, du symbolisme, du conte. Et qui convoque Franju dès le premier plan. Merci messieurs, on va passer tout de suite maintenant. Ça aurait pu se passer là, puisque ce ne sont plus des hérons, mais ce sont des oies sauvages, pour le lac aux oies sauvages de Diao Yinan.此次对于抓捕犯罪嫌疑人周泽农提供重要线索者，警方将给予人民币30万元的奖励。很有可能就藏匿在这一带，他们应该进入到业务堂。
是一个三不管的地带，哪个都想管。你是周泽龙龙哥吧？听到的。 Le cinéma chinois a le vent en poupe, mais voici le travail d'un réalisateur que nous n'avons pas encore abordé, puisqu'il s'agit de Diao Yinan, qui est un réalisateur donc chinois, né en 1969, et qui a commencé en tant qu'acteur, puis comme co-scénariste à la fin des années 90, notamment sur Shower de Zhang Yang en 2000. Passé à la réalisation en 2003 avec Uniforme, il a réalisé aussi Train de nuit en 2007, avant son premier coup d'éclat Black Coal en 2014, un polar sur fond d'usine sidérurgique. Le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le lac aux oies sauvages, était en compétition cette fois au Festival de Cannes en mai dernier. Il s'agit donc d'un auteur en pleine ascension au niveau international, mais dont les films sont aussi de vrais succès dans le pays d'origine, puisque je me suis renseigné, messieurs. Oui, je travaille. L'histoire, c'est quoi? Suite à un règlement de compte entre bandes rivales et au meurtre malencontreux d'un policier, Zhao Zenon se retrouve avec la tête mise à prix. Se sachant condamné, il va tenter, avec l'aide d'une prostituée, de faire revenir la prime à sa femme délaissée et à leur jeune fils. Dans le rôle principal, on découvre l'acteur Wu Ge, aidé dans sa quête de rédemption par Kwai Lun Mei, déjà vu dans le film précédent de Diao Yinan ou encore dans Dragon Gate de Choi Ark. Enfin, dans le rôle du flic qui les poursuit, on retrouve Liao Fan, qu'on a vu récemment dans Les Éternels de Jia Chun-ke. La photographie remarquable au sens propre du film est signée Dong Jin-song, qui a travaillé sur tous les films de Diao Yinan, mais aussi avec Wang Xiaoshuai ou encore Bigan, donc deux des cinéastes chinois particulièrement en poupe. Lucien. C'est le deuxième film de Diao Yinan que je vois. J'avais un souvenir du premier qui n'était pas hyper positif parce que je le trouvais vraiment proprement incompréhensible. Ici, on peut un peu retrouver ce type de problème scénaristique principalement au niveau de la structure du film qui est très déstructuré. Ça peut s'expliquer entre autres par cette volonté de se vautrer dans le film noir et d'en utiliser tous les codes tout en laissant dériver certains. Après, je trouve que ce qui se passe ici que je n'avais pas dans le premier film, c'est qu'il y a des vraies idées visuelles tout le temps. En fait, à chaque fois que je peux m'emmerder, il y a un truc qui se passe qui me raccroche. Enfin, il y a des trucs tout cons, mais que j'avais jamais vu. Là, une scène avec un parapluie. L'idée, à un moment dans le film, il y a une traque qui va avoir lieu entre des flics et des truands. Et plus tôt dans le film, le chef de la police dit on sera en civil. Et je me dis c'est con parce que dans cet univers-là, avoir une traque entre mecs en costume de flic, en uniforme et les truands, ça peut être hyper visuellement riche. Et puis en fait, il trouve un stratagème qui est encore plus fun à regarder. Il y a des scènes d'action qui sont joliment découpées, qui manquent peut-être parfois un petit peu de nervosité, mais qui ont ou de lisibilité sur certaines. Il y a notamment la scène de bascule qui fait que le personnage tue un flic. Je trouve que c'est une des scènes les plus brouillonnes en termes de mise en scène. Un des soucis du film, c'est qu'aussi il s'attarde très peu, et donc à un moment, cette séquence-là qui est quand même un moment de bascule du personnage, elle est filmée un petit peu au même rythme lambda du film, et en plus je trouve qu'elle est pas hyper bien découpée à ce moment-là. Je suis assez d'accord, mais je trouve qu'il rattrape un peu ça par une forme de chorégraphie qui est plutôt pas mal gérée, et sur une gestion des décors et des sapes des personnages qui rend en fait certaines choses compréhensibles et lisibles, parce qu'ils ont en fait toujours des costumes qui sont très marqués. À un moment, je me suis dit, pendant une partie du film, avant vraiment de comprendre les mécaniques et là où ils voulaient en venir, je me dis il y a comme vraiment le film est un peu écrit avec le cul, quoi. Et puis en fait non, mais c'est-à-dire qu'il utilise vraiment des codes qui sont un peu éculés, mais il les détourne assez intelligemment. Il garde vraiment ce côté brumeux du film noir, avec des petites incursions nerveuses à certains moments dont je parlais plus tôt, qui rattrapent peut-être certains moments où ça peut un peu retomber. Il y a des références tout le temps à Carol Reed, à Orson Welles. Il y en a. Mais justement, pour le coup, il aurait gagné à être vraiment plus straight tout du long, et vraiment d'une temporalité unique, et pas ces allers-retours qui plombent un peu le début du récit, à mon sens. Je suis absolument d'accord, et je trouve aussi que les 40 dernières minutes sont beaucoup plus agréables à suivre et beaucoup plus tendues que les premières où il pose le truc. Après, j'aime beaucoup par exemple ce qu'il fait avec l'image de la femme fatale qui désaxe un peu en faisant un personnage qui est fatal à sa sauce, je vais dire, dans sa manière de l'être.
Je trouve qu'au final, il se passe quelque chose de plus que juste le côté visuel dans le film, sur la manière dont il filme certains glissements humains, on va dire, comment il questionne la rédemption, comment il questionne la quête de liberté, comment ces personnages ne vivent que pour leur liberté qu'ils n'ont pas, et c'est le grand sujet du cinéma chinois, en tout cas cette année. C'est un film qui a l'air d'être un pur exercice de style, un pur film noir. C'est un film qui est vraiment dans un univers très 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 marqué et qui est je vais sortir une expression que tout le monde ici aime bien, mais c'est un vrai film de contrebandier, parce que de nouveau, c'est un film qui raconte en sous-main énormément de paradoxes et de problèmes de la société chinoise contemporaine qui nous est servi chez Jia Xiongke, par exemple. Enfin, t'as la corruption généralisée. Il y a littéralement la scène de présentation des flics et la scène de présentation des voyous est la même au niveau du setup, donc ils sont présentés de la même manière. Et donc en gros, il y a une confusion, une porosité entre les flics et les voyous. Et comment il incarne ça de manière extrême en ne peuplant son film. Il n'y a que des flics ou des truands, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Non, il y a des prostituées aussi. Oui, bah bon. Il y a des femmes au foyer. Il n'y a que ceux qui sont dans la loi ou ceux qui ne le sont pas, en fait. Voilà, et après, bon, tu l'as dit un peu, Lucien, mais moi je trouve que c'est un film qui est passionnant tout le temps à regarder purement. C'est-à-dire que je trouve qu'il se passe toujours un truc dans le cadre étrange, des entrées de chant, une crise d'épilepsie, une décapitation, une bagarre avec un parapluie que tu n'as jamais vu. La crise d'épilepsie, pour moi, c'est quand même une grosse astuce scénaristique pour faire sortir le personnage. Après, je trouve que c'est un film qui est souvent très inventif formellement. Il y a plein d'idées, ça fourmille, et constamment, effectivement, à des moments où tu pourrais peut-être un peu décrocher vis-à-vis des personnages, t'es toujours relancé, et c'est extrêmement généreux parce que il va franchement. Quand il doit aller dans des scènes gore ou d'action, il y va jusqu'au bout, et de manière en plus totalement on va dire généreuse, grotesque et outrancière. Et il y a ça à ce niveau-là, c'est très satisfaisant en tant que spectateur. Il y a même au niveau du background qui te pose, notamment cette track finale avec ces baigneuses, donc ces prostituées qui se trouvent auprès des plages et qu'on emmène sur des petites embarcations pour faire son affaire. Je trouve que c'est une idée que entre guillemets, c'est un cadre que tu ne connais pas, qui est totalement nouveau, et c'est vraiment très chouette. Après, moi, je trouve qu'il pêche sur l'affect que tu as vis-à-vis de personnages. Je trouve que ça reste des archétypes qui sont un peu décalés avec des petites idées, mais ce personnage-là, moi, je m'y attache pas. Je m'attache à aucun personnage, en fait, quand même. Sur ce point de vue-là, on pourrait presque le rapprocher, je trouve, de 1917, parce que j'ai l'impression que ici, il arrive à accumuler une tension en la frustrant tout du long tout le temps. Et en fait, quand il la laisse jaillir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur 1917, avec les quelques moments qui arrivent et qui sont particulièrement réjouissants parce qu'ils arrivent un peu dans un néant. Alors ici, on n'est pas du tout dans la même. Je trouve qu'ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus soutenu, de beaucoup plus construit. Mais il arrive à frustrer à certains moments, et c'est pour ça que parfois, l'ennui pourrait poindre, mais au moment où l'ennui va arriver, il laisse jaillir ça dans des scènes ou bien visuellement splendides, ou bien d'une violence sans équivoque. Là, je trouve que comme Sam Mendes, en tout cas la volonté de Sam Mendes, c'est un mec qui va privilégier la pure sidération visuelle du moment. Du coup, en tension dramatique, en suspense, il s'en occupe pas. C'est vraiment un film qui te procure une jouissance. C'est un film de jaillissement et pas forcément. Qui ne construit pas de tension dramatique. Merci Julien, à toi. Je voulais réagir sur ce que disait Manu. La seule petite ombre au tableau du film, c'est que, vous l'avez dit, le film est d'une beauté captivante. Si on prend plan par plan, le film, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est toujours très beau, c'est sublime. Comment il arrive à sublimer les lieux, les extérieurs, etc. Et avec une photo assez hallucinante. Tu disais remarquable, mais effectivement, c'est d'une beauté... Une beauté très forte, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment dans les inserts, c'est-à-dire que pendant les dialogues de personnages ou pendant des petits monologues, il insère aussi des images. Il y a tout un travail sur les animaux. À un moment donné, on voit des tigres, des chevaux, on voit les yeux, etc. Et je trouve que ça pourrait être illustratif. Parce qu'il faut expliquer que c'est un sens dans
dans l'histoire, mais aussi métaphorique. C'est un sens aussi dans le setting up du film, oui, c'est-à-dire que ça se passe près d'une espèce de zone où il y a pas mal d'animaux. Dans Lucie. Oui, non. J'avais oublié ça quand même. Et puis qu'il y a un travail sur les matières aussi, parce que au début il se planque dans la boue, dans l'eau, etc. Le film peut se terminer aussi d'une certaine façon. Enfin, il y a tout un travail sur la pluie, l'eau, la boue, la fange, etc. qui est assez intéressant. Mais par contre, il y a un truc qui fait que la mayonnaise ne prend pas totalement, et c'est effectivement... C'est que il me reste du film plein de moments réjouissants de me dire cette idée décalée un petit peu par rapport aux attentes de films que je peux avoir, mais après le film, j'en garde pas grand chose en termes d'émotion, en termes c'est pas un film qui m'accompagne derrière. Et parce que les personnages ne sont pas incarnés, parce que les personnages manquent d'humanité, et que il y a pas quelque chose qui nous emmène avec eux et qui fait mais c'est très théorique, c'est-à-dire que c'est théorique et c'est visuel. Leur volonté vraiment d'échapper à leur destin, etc. Oui, c'est très beau et ça peut attirer le spectateur, mais c'est vrai que ça reste très, très théorique. Moi j'ai un peu d'empathie quand même sur les deux personnages féminins à la fin. Je trouve que c'est vraiment dans la dernière longueur du film. Justement, j'aime la manière dont il les fait gagner. La manière dont justement il fait gagner les deux personnages féminins. On ne dévoile pas grand chose du film, mais la scène pour moi, en termes de setting, elle est très belle. Mais elle tient pas la route. Cette scène-là, elle devrait être émotionnellement du point de vue de ces personnages-là, et en fait elle est racontée par un personnage tiers, et ça n'a aucune incidence sur le récit. En plus, ce personnage va disparaître dans le dernier plan. Ça tient pas la route. Oui, c'est vrai que c'est quand même un film qui est quand même plein d'affaîtries et qui, au niveau scénaristique, ne tient pas vraiment la route tous ensemble. Mais après, il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de choses qui sont très élégantes. La manière dont il va au début présenter les personnages, voilà, en termes de mise en scène, par les cigarettes, le sac qui va revenir plein de fois tout au long du film, le tatouage. C'est brillant, et même parce qu'on parle de la beauté de la lumière, de l'image, etc. Mais il y a une construction du plan qui est vraiment géniale. Maintenant, c'est peut-être le genre de film qui gagnerait un petit peu à être plus vide en termes de... Ouais, mais pas trop vite, parce que sinon ça donnerait un film de Nicolas Winding Refn. Donc pour le coup, c'est un bon... C'est vrai que tu le mets en vitesse 1/3, t'as un film de Nicolas Winding Refn peut-être. Sauf que lui, il est pur. Là, il y a beaucoup de choses. Et il y a même, en fait, il y a un truc qui m'a plu beaucoup dans le film, c'est qu'au fur et à mesure, il déstructure complètement l'espace. En fait, l'espace lui-même devient pure métaphore. Toute la scène du restaurant de nouilles à la fin, par exemple, ou tout ce qui se passe quand elle rentre dans un espace et qu'il y a déjà plein de gens qui sont là en train de faire je ne sais quelle arnaque. Et le film perd complètement une cohérence au niveau de l'espace pour être purement dans la sensation. Et à ce niveau-là, ça m'a fait penser à ce que j'ai vu il y a quelques années dans Suspiria d'Argento. Il y a quelque chose qui m'a fait vraiment penser à ça. Quand tu as un personnage qui va dans un espace purement mental. Ici, l'espace du lac aux oies sauvages, ça devient un moment purement mental. On en reparle dans 30 ans. Hein. Ouais, non, mais bon, ok, d'accord, c'est pas Suspiria, je suis pas en train de dire ça, mais il y a quelque chose de la même intention. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le film non seulement résonne avec 1917 d'un certain point de vue, mais peut résonner aussi avec Adoration, puisque le seul moment où il y a un apaisement, c'est un moment qui se passe justement où on est coupé des autres par l'espace, puisqu'ils sont sur une barque, et là il y a une scène de fellation qui est découpée d'une manière absolument formidable, et que ça on l'oubliera pas non plus. C'est une fellation, c'est des images qui restent. C'est une belle fellation. Une belle scène de fellation. Une fellation qui reste. C'est une petite parenthèse au sein du récit où tu as un moment un peu d'attachement vis-à-vis de ces personnages-là. Le rythme de l'action ralentit, et à un moment il se permet de se poser, de créer une scène un peu moins dans les contraintes de l'action qui ramène toujours le film à une course effrénée qui te perd un petit peu au niveau de l'émotion. Comme un écrin d'apaisement. Tout à fait. Très bien, merci messieurs, on va s'arrêter là, et je pense maintenant que Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. C'est donc la dernière séquence du jour, la séquence des conseils. Monsieur Julien Rombaud à ma gauche, qu'avez-vous à nous conseiller ? Je vais vous parler d'un film de Bertrand Mandico qui s'appelle Les Garçons Sauvages, qui a eu une très bonne presse
en France notamment. Et surtout en France. Hein. Surtout en France, il y a 1 ou 2 ans, je l'ai rattrapé ici. J'y ai vu justement en voyant Adoration cette semaine quelques ponts en parlant de nature dangereuse à laquelle il faut s'adapter, dans le réalisme magique. Donc je trouve que c'est un film qui est assez sensoriel, assez organique et qui dans une esthétique très cheap arrive à être très inventif. Et ouais, justement, voilà, il y a une forêt enchanteresse, vénéneuse, etc. Donc, il y a des qualités assez oniriques, assez belles. Après, c'est pas le chef-d'œuvre annoncé par une certaine presse française, mais je trouve que c'est un film assez différent de ce qu'on peut voir au cinéma et dans les salles. Et donc, qui vaut pour son inventivité et pour les prestations des comédiennes qui jouent des garçons tout du long du film, qui vont se transformer en femmes. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de too much dans l'interprétation, quelque chose de too much dans le film, et qui peut être indigeste pour certaines. Mais ouais, je trouve que c'est un film assez singulier à voir. Mais moi qui l'ai vu, je peux dire juste que c'est un ton vraiment spécial. Il est à la fois prometteur et en même temps extrêmement irritant par rapport à un premier film. C'est vraiment un mec qui va essayer de créer quelque chose et il y va vraiment de toutes ses forces et c'est ça qui est chouette. Mais en même temps, il faut qu'il l'apprenne aussi, quoi. Moi qui ne l'ai pas vu, en fait, je trouve la même chose de certains des courts-métrages de Mandico que j'ai vus. C'est-à-dire que je trouve à chaque fois il y a des belles idées, mais ça ne se tient pas dans l'ensemble, même sur 10 minutes. Merci d'avoir bien résumé ce que je voulais dire. Il Lucien. en a fait énormément pour des courts-métrages. Et par contre, un conseil qu'on pourrait faire, c'est de lire ou d'écouter Paco Mtielman sur Mandico, parce que le mec est assez patient. C'est parfois difficile de le suivre là où il va, mais il est passionnant à écouter, je trouve. Lucien, à toi. Tout qui me côtoie régulièrement et parle de cinéma avec moi connaît mon amour pour Mann, que j'estime comme le réalisateur américain contemporain, enfin celui dont l'œuvre récente, même s'il n'a plus fait grand-chose depuis quelques années, est absolument la plus fascinante outre-Atlantique. Tu parles donc de Michael et pas d'Anthony. Eh bien justement. J'ai revu beaucoup de Anthony Mann dernièrement, ce qui me fait dire que c'est peut-être un des noms les plus importants du cinéma américain, si ce n'est le nom le plus important. Le conseil, c'est de revoir les premiers films noirs de Anthony Mann, Rodil, Il marchait la nuit, T-Men et autres, qui sont des films qui sont incroyablement modernes, je les trouve très contemporains, c'est-à-dire que on verrait des films comme ça aujourd'hui, des polars avec des traitements thématiques identiques, ça ne choquerait absolument pas, avec une photo pour 3 d'entre eux, je pense, de John Alton. Voilà, moi ce que j'aime chez Mann, dont je connaissais les westerns, c'est ce côté ramassé, tenu et à la fois lyrique. Ici, on retrouve tout ça. Il y a une vision de l'humanité qui est assez cruelle, je veux dire violente même. Sa manière de regarder ses héros est assez violente. Voilà, faut revoir tout Anthony Mann, revoir tout Michael Mann, mais surtout découvrir, comme moi je l'ai fait dernièrement, les premiers films noirs d'Anthony Mann. Merci Lucien. Manu. Et puis, vu que Lucien a choisi de faire un petit peu d'un conseil rétro, je vais faire aussi un conseil rétro avec, non pas un film, mais un livre qui est sorti. Alors, je sais plus, je m'y perds dans leur label, si c'est l'Arabia ou si c'est The Joker, qui est donc un livre sur... The Joker, c'est la distribution. Donc, c'est l'Arabia qui édite ce livre, qui est Sterling Hayden, l'Irrégulier, un livre de Philippe Garnier, qui est donc une monographie sur l'acteur Sterling Hayden, qu'on connaît notamment pour ces films qui ont été tournés pour Kubrick, mais aussi grand acteur de chez Houston, Quand la ville dort. Voilà, donc c'est un ouvrage assez sobre sur ce personnage haut en couleur qui pourrait être tout droit sorti d'un roman d'Hemingway. C'est vraiment un personnage plus grand que nature et à la fois très beau dans toutes ses faiblesses. C'est un personnage qui a un peu raté sa carrière, qui a fait souvent de mauvais choix, qui le dit lui-même. C'est vraiment assez passionnant dans ça. Donc le texte est passionnant, il y a une riche iconographie. Et puis pour rebondir sur Sterling Hayden, tu conseillais des films. Moi, je conseillerais un excellent film d'André Dotos qui est Chasse aux gangs, où il joue un inspecteur de police dedans, qui est un film passionnant pour le coup aussi, épuré jusqu'à l'os d'André Dotos, avec
Charles Bronson dans un de ses meilleurs rôles. Donc voilà, je vous conseillerais à la fois l'Irrégulier, je vous conseillerais aussi le roman qu'a écrit Sterling Hayden, parce que non seulement d'être un grand acteur, c'est aussi un très grand romancier. Il a publié un seul vrai roman qui est Wanderer, qui est un bouquin passionnant, et pour le coup le parallèle avec Hemingway est encore plus prégnant. Donc voilà, je vous conseillerais donc l'Irrégulier de Philippe Garnier. Et c'est donc moi qui vais finir. Je vais juste finir avec un remerciement. Je vais remercier la personne qui s'occupe de la chaîne YouTube Greg Ciné, parce que c'est un mec qui se passe son temps à mettre des vieux contenus ciné sur YouTube, et donc ils sont de nouveau accessibles. Il a aussi retrouvé, ou je ne sais pas comment il a mis la main dessus, mais en tout cas les émissions pendant les travaux Le Cinéma Reste Ouvert, que Jean-Baptiste Doré animait avec Stéphane Bou pendant tout un temps sur France Inter. Formidable émission qui durait soit 2 heures, enfin une formule de 2 heures ou une formule de 1 heure. Et il y a des émissions absolument passionnantes et très érudites, et en même temps très dynamiques, qui sont accessibles, notamment une excellente émission sur Louise Buñuel. Sur John Milius aussi. Voilà, donc sur Michael Mann, sur John McTiernan, sur plein de gens qu'on aime beaucoup ici. Donc voilà, merci beaucoup Greg Ciné de mettre tous ces contenus accessibles. Et de t'immiscer dans nos algorithmes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques semaines. D'ici là, bonne séance de ciné et à très bientôt.